Les super-héros. On a grandi avec eux, des êtres plus forts, plus rapides, plus résistants que nous, capables d'encaisser ce qu'un corps humain normal ne pourrait jamais supporter, dotés d'une longévité hors norme, d'une santé à toute épreuve, d'une intelligence au-dessus de la moyenne, des humains améliorés, réinventés, conçus pour dépasser ce que la nature seule aurait pu offrir. Pendant des décennies, on a regardé ces histoires pour ce qu'elles étaient, de la fiction, un miroir exagéré de nos aspirations, de la fantaisie. Sauf qu'en 2025, des laboratoires américains proposent exactement ça. Pas de sérum, pas de morsures radioactives, pas de rayonnement cosmique, juste votre ADN, quelques embryons conçus en laboratoire et 30 000 $. Bienvenue dans le monde réel. Aujourd'hui, on parle d'optimisation génétique, ou pour être plus direct, de la création de bébés sur mesure. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas un projet secret dans un bunker quelque part, c'est une publicité dans le métro de New York. Ayez le meilleur bébé. C'est la phrase qui accueille chaque jour des millions de New-Yorkais dans leur trajet quotidien, simple, direct, comme si on vous proposait un abonnement Netflix ou une mutuelle. Derrière cette phrase, une start-up, Nucleus Genomics, basée dans le New Jersey. Et derrière Nucleus Genomics, tout un écosystème de sociétés, Erasite, Heliospec Genomics et d'autres encore, financés à coups de millions par les investisseurs de la Silicon Valley, convaincus d'avoir trouvé la prochaine grande frontière de l'humanité. Ce mouvement a même un nom informel dans les cercles tech américains, le Super Baby Race, la course au super bébé. Et comme toujours dans la Silicon Valley, ce qui commence comme une lubie de milliardaires finit souvent par devenir comme une industrie. Alors dans cette vidéo, on va comprendre exactement ce que ces entreprises proposent et comment ça fonctionne, et si la science est vraiment à la hauteur de ses promesses. Pour comprendre ce qui se passe, il faut repartir d'une technologie que vous connaissez peut-être déjà, la fécondation in vitro, la FIV. Le principe existe depuis 1978, année de la naissance de Louise Brown, le premier bébé éprouvette au monde en Angleterre. Depuis, la technique a permis des millions de couples de concevoir des enfants malgré des difficultés de fertilité. En temps normal, la FIV fonctionne ainsi. On stimule les ovaires de la femme pour produire plusieurs ovules en même temps. Ces ovules sont fécondés en laboratoire avec les spermatozoïdes du partenaire ou d'un donneur. On obtient ainsi plusieurs embryons, un ou deux sont implantés dans l'utérus, les autres sont conservés ou détruits. C'est ce processus, la création de plusieurs embryons disponibles, qui est la porte d'entrée de tout ce dont on va parler. Ce que ces nouvelles entreprises proposent, c'est d'aller beaucoup plus loin que la FIV classique. Avant d'implanter quoi que ce soit, elles séquencent l'intégralité du génome de chaque embryon, l'ADN complet. Des milliards de paires de bases par embryon, analysées en 48 à 72 heures. Ensuite, ces données sont croisées avec celles de deux parents, eux aussi séquencées et avec d'immenses bases de données génétiques constituées à partir de centaines de milliers d'individus dont on connaît les données médicales, physiques et même sociales. La UK Biobank, par exemple, regroupe les profils génétiques de plus de 500 000 personnes au Royaume-Uni. Le résultat de tout ça, c'est ce qu'on appelle un score polygénique, un chiffre, ou plutôt une série de chiffres, qui prétend estimer les prédispositions génétiques de chaque embryon. Et ce que ces scores prétendent prédire est assez vertigineux, risque de maladie cardiaque, probabilité de développer Alzheimer, espérance de vie, mais aussi taille, couleur des yeux, prédisposition à l'obésité, et même quotient intellectuel. Il y a quelques semaines, un père californien prénommé Arthur Zay s'est confié à France Télévisions. Son fils Dax, né d'une mère porteuse en Californie, a été conçu via ce procédé. Arthur Zay a choisi l'embryon qui présentait le score polygénique le plus favorable. Les prédictions pour cet enfant, une taille d'1m92, un QI de 146, ce qui le placerait déjà dans le top 0,2 de la population mondiale, ainsi qu'une espérance de vie supérieure de 2 ans à la moyenne. Arthur Zay a dit ça avec fierté, en souriant, face à la caméra, comme si c'était aussi normal que de choisir la couleur d'une voiture. Sauf que la communauté scientifique, elle, est beaucoup plus prudente. Le problème fondamental des scores polygéniques, c'est qu'ils sont des estimations statistiques, pas des garanties. Ils ont été calculés à partir de grandes populations, et ce qui est vrai en moyenne pour un groupe n'est pas nécessairement vrai pour un individu. Pour faire simple, si les données indiquent qu'un certain profil génétique est associé à une taille plus grande, ça ne signifie pas que cet enfant sera forcément grand. Les gènes interagissent avec l'environnement de façon que la science est loin de maîtriser complètement. Prenons le QI. Des experts ont calculé que même en sélectionnant l'embryon optimal parmi 20 embryons disponibles, le gain espéré en termes de QI serait de l'ordre de 2 à 3 points, pas de quoi former une génération de génies. En 2021, un groupe d'experts européens a publié une déclaration commune pour qualifier ces pratiques de non prouvées et contraires à l'éthique. Et des chercheurs ont montré que la méthode elle-même manque de robustesse statistique. En répétant exactement le même calcul de score polygénique sur le même ensemble d'embryons, le classement peut changer légèrement. Autrement dit, les promesses sont beaucoup plus grandes que la réalité scientifique. Ce qui ne veut pas dire que cette technologie ne va pas s'améliorer, ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous vend un peu du rêve. Mais pour comprendre où on en est vraiment, il faut revenir en arrière, novembre 2018. Un chercheur chinois du nom de He Jiankui monte sur scène lors d'un congrès à Hong Kong et annonce quelque chose d'inédit. Il a fait naître les premiers êtres humains génétiquement modifiés au monde.
Deux jumelles, surnommées Lulu et Nana, dont l'ADN a été modifié en utilisant la technique que je vous affiche à l'écran parce que je sais pas comment ça se prononce, les fameux ciseaux moléculaires qui permettent de couper et modifier l'ADN avec une précision chirurgicale. L'objectif déclaré était de les rendre résistantes au VIH, dont leur père était porteur. La réaction de la communauté scientifique internationale a été unanime et sans équivoque, condamnation totale. Non seulement l'expérience manquait de justification médicale réelle, il existait d'autres moyens de protéger ces enfants du VIH, mais elle avait été menée dans le secret le plus total en contournant délibérément les comités d'éthique. He Jiankui a donc été condamné en décembre 2019 à 3 ans de prison et 380 000 € d'amende pour exercice illégal de la médecine. Mais voilà ce qui est troublant. Libéré de prison en 2022, Jiankui a annoncé en 2025 vouloir reprendre ses expériences d'édition du génome humain, comme si rien ne l'avait arrêté. Comme si la condamnation n'avait été qu'une parenthèse. Et ce cas illustre quelque chose d'important. Ce n'est pas la technologie qui manquait en 2018, c'est le cadre légal et éthique. Or, 7 ans plus tard, ce cadre est toujours aussi flou dans une grande partie du monde. La différence entre He Jiankui et les startups américaines d'aujourd'hui, c'est que ces dernières ne modifient pas directement l'ADN des embryons. Elles se contentent de sélectionner parmi des embryons naturellement conçus celui qui a le profil génétique jugé le plus favorable. Légalement, ça change tout. Éthiquement, c'est une autre question. Vous connaissez peut-être The Boys, la série diffusée sur Prime Video depuis 2019, adaptée des comics de Garth Ennis et d'Aric Robertson. Dans cet univers, les super-héros existent vraiment. Ils volent, sont invulnérables, tirent des lasers avec leurs yeux, mais loin d'être les gardiens vertueux qu'on nous décrit, ils sont le produit d'une multinationale, Vought International, une corporation qui les a créés, qui les possède, qui les commercialise. Et les pouvoirs de ces super-héros ne viennent pas de la nature, ils viennent d'une substance développée en laboratoire et injectée au nourrisson, le composé V. Est-ce que The Boys explore brillamment? C'est la question suivante. Que se passe-t-il quand vous donnez des pouvoirs extraordinaires à des individus élevés dans le culte de leur propre supériorité, protégés de toute conséquence par une corporation milliardaire et adulés par une société qui a appris à les vénérer comme des dieux? La réponse est aussi sombre que logique, ça donne des psychopathes en collant, des individus incapables de gérer leur propre puissance parce que personne ne leur a jamais appris à le faire. Le parallèle avec ce dont on vient de parler n'est pas parfait, personne ne propose d'injecter quoi que ce soit à des nourrissons et on ne parle pas de super pouvoirs. Mais la logique fondamentale, elle, est exactement la même. Dans The Boys, Vought décide quels enfants reçoivent le composé V, ce sont eux qui choisissent qui sera amélioré, ce sont eux qui définissent ce qu'est un meilleur humain, et cette définition sert d'abord leurs intérêts commerciaux. Aujourd'hui, ce choix appartient officiellement aux parents, mais il est conditionné par une chose très simple, 30 000 $, ce qui signifie pour l'instant que seule une fraction de la population mondiale peut y accéder. The Boys pousse cette logique à l'extrême avec le personnage du protecteur, un homme élevé dans le secret d'un laboratoire conçu pour être le plus puissant, programmé pour être le symbole parfait de l'Amérique, et pourtant profondément brisé, incapable d'empathie, assoiffé de validation, dangereux précisément parce qu'il a été construit pour être supérieur sans jamais apprendre à être humain. C'est peut-être la question que personne ne pose encore à propos des vrais enfants conçus via l'optimisation génétique. Qu'est-ce que ça fait à un enfant de savoir qu'il a été sélectionné, qu'avant même sa naissance, il a été jugé, classé, choisi sur la base d'un score, qu'il porte en quelque sorte le poids d'une promesse génétique? Il y a une autre dimension de The Boys qui résonne particulièrement avec notre sujet. Vought International n'est pas présentée comme une organisation maléfique au sens classique du terme, c'est une entreprise. Elle a des actionnaires, des équipes marketing, des lobbyistes, des avocats, elle optimise ses profits. Comme le dit le PDG de Vought dans la série Stan Edgar, What we are, really, is a pharmaceutical company. Les super ne sont pas des personnes, ce sont des produits. Remplacer Vought par Nucleus Genomics ou Erasite, le composé V par le polygénique et les Seven par les bébés optimisés, et la structure reste la même. Une entreprise privée qui décide des critères de l'amélioration humaine dans un cadre légal qui autorise la pratique aux États-Unis avec des arguments marketing séduisants et des promesses scientifiques que les experts jugent exagérées. La série a été créée en 2019, elle a été écrite comme une satire, mais en 2026, elle ressemble de plus en plus à un documentaire anticipatoire. Ok, imaginons un scénario vraisemblable. Cette technologie continue de se développer, les algorithmes s'affinent, les bases de données génétiques s'agrandissent, deviennent plus précises, et comme toujours dans les histoires de technologie, le téléphone mobile, internet, les tests ADN grand public, les prix baissent. Dans ce scénario, dans 20 ou 30 ans, l'optimisation génétique embryonnaire est accessible à une partie significative de la population. Pas tout le monde, mais suffisamment de personnes pour créer un effet de masse. Alors qu'est-ce que ça change? D'abord, ça crée une nouvelle forme d'inégalité, pas une inégalité de revenus, pas une d'éducation, pas une génétique, ou du moins une inégalité dans les prédispositions génétiques sélectionnées. Deux enfants nés la même année, dans le même quartier, l'un conçu via sélection polygénique et l'autre non, dès la naissance, l'un aurait statistiquement moins de risques de développer certaines maladies, ce n'est pas anodin. Alors il faut ici aborder un mot que personne dans la Silicon Valley n'utilise mais que beaucoup de scientifiques et d'éthiciens n'hésitent pas à employer, l'eugénisme. L'eugénisme, du grec e qui veut dire bon et génos qui veut dire naissance, est l'idée d'améliorer les caractéristiques héréditaires d'une population humaine par la sélection. Le terme a été inventé en 1883 par Francis Galton, cousin de Darwin. Aujourd'hui, le terme est réapparu dans le débat sous la forme de ce qu'on appelle l'eugénisme libéral, une forme non coercitive basée sur le choix parental plutôt que sur une injection de l'État. L'idée est qu'il n'y a pas de contrainte, les parents choisissent librement.
Mais ce cadrage pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est la pression sociale. Si l'optimisation génétique se répand, est-ce qu'un parent qui ne l'utilise pas sera perçu comme ayant choisi de donner moins de chance à son enfant? La liberté de ne pas optimiser devient-elle une forme de culpabilité parentale? Et le deuxième problème, c'est la définition du meilleur. Qui décide quels traits génétiques sont désirables? Aujourd'hui, ce sont des algorithmes des startups américaines, nourris de bases de données majoritairement constituées de populations blanches et occidentales. Ce biais est documenté et reconnu, mais peu discuté dans les brochures commerciales. En fait, il y a une question qu'on ne pose presque jamais dans ce débat, et qui me semble pourtant centrale. Qu'est-ce que ça fait à un enfant de grandir en sachant qu'il a été sélectionné? Pas conçu dans l'amour, pas simplement né, sélectionné. Parmi d'autres embryons, en fonction d'un score, en fonction d'une espérance de performance. Des psychologues commencent à s'interroger sur ce que les chercheurs appellent le weight of genetic promise, le poids de la promesse génétique. Un enfant conçu avec un score polygénique favorable pour l'intelligence est-il plus ou moins libre de ne pas réussir scolairement? Ses parents auront-ils des attentes différentes? Et lui-même, comment construira-t-il son identité face à cette information? The Boys, encore une fois, explore exactement ça avec le protecteur. Un enfant conçu pour être parfait, élevé dans le seul but d'être supérieur et qui s'effondre psychologiquement parce que personne n'a pensé à lui apprendre à être imparfait, à échouer, à aimer sans que ça soit de la manipulation. Là encore, la fiction avait une longueur d'avance. Alors légalement, où en est-on? La situation est profondément fragmentée. Aux États-Unis, la sélection d'embryons sur base de scores polygéniques est autorisée. C'est un des rares pays à le permettre de façon aussi large. C'est précisément pour ça que ces entreprises s'y développent. En France, c'est illégal. La loi autorise le diagnostic préimplantatoire pour détecter des maladies génétiques graves, mucoviscidose, myopathie, trisomie, mais interdit formellement la sélection d'embryons pour des critères non médicaux comme l'intelligence ou la taille. Mais dans le reste de l'Europe, la situation est variable, mais généralement beaucoup plus restrictive qu'aux États-Unis. Ce qui crée un phénomène de tourisme génétique, des parents européens qui se rendent aux États-Unis pour accéder à ces services. Ça nous rend donc à un moment charnière. La technologie est là, imparfaite mais réelle. Les entreprises sont là, avec leur publicité dans le métro et leurs promesses de bébés optimisés, et le débat de société, lui, n'a pas vraiment commencé. Ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle tout ça évolue. Il y a 7 ans, He Jiankui faisait scandale en modifiant 2 embryons dans le secret d'un laboratoire de Shenzhen. Aujourd'hui, des startups achètent des espaces publicitaires dans le métro de New York pour proposer la sélection génétique d'embryons comme un service premium. La normalisation est en marche, et comme souvent dans l'histoire des grandes technologies, Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, la société court après une réalité qui a déjà changé. The Boys nous montre une version extrême de ce que ça peut donner quand on laisse une corporation privée décider de ce qui mérite d'être amélioré. C'est de la satire, c'est de la fiction, c'est exagéré, mais la meilleure satire est toujours celle qui prend une tendance réelle et la pousse jusqu'à son point de rupture, pour qu'on puisse voir enfin ce vers quoi on se dirige. Est-ce que l'optimisation génétique va sauver des vies en éliminant des prédispositions à des maladies graves? Probablement oui, pour certains cas bien documentés. Est-ce que ça peut devenir une nouvelle forme d'inégalité ancrée non plus dans le compte en banque mais dans l'ADN? C'est exactement la question que les scientifiques et les éthiciens posent et à laquelle personne n'a encore de réponse satisfaisante. Alors la question que je vous laisse avec cette vidéo, c'est celle-là. Si vous pouviez choisir les prédispositions génétiques de votre enfant, le feriez-vous? Et si oui, où est-ce que vous vous arrêteriez? Il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est peut-être la question la plus importante que notre génération va avoir à se poser.